Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne IDES Astro. Prenez à nouveau place à bord de notre vaisseau interstellaire. Nous partons à nouveau à la découverte des objets du ciel qui défilent selon les saisons. Lors de ce périple, vous serez accompagné de notre personnel de bord habituel, à savoir Marie-France, Jean-Guy et Théo. Quant à moi, je reste aux commandes du vaisseau. N'oubliez pas votre ticket gratuit, abonnez-vous au tourisme stellaire par un simple clic. Et si le voyage vous a plu, dites-le nous. Ce soir, nous partons donc à la découverte d'un astérisme visible en été. Il s'agit d'un triangle formé de 3 étoiles que les astronomes ont nommé triangle d'été. Grâce à cet astérisme, nous n'aurons aucun mal à découvrir les constellations d'été. Ce soir, nous débuterons le voyage dans le Serpentaire, encore nommé Ophiuchus. Pourquoi Ophiuchus? Parce qu'il regorge d'une multitude d'objets, et en particulier des amas globulaires extraordinaires. Si vous le voulez bien, nous ferons un petit crochet vers la constellation du Scorpion, qui abrite une petite merveille. Je ne vous en dis pas plus. Ce voyage se déroule en direct au travers d'un télescope, si le temps le permet, piloté à distance par ordinateur, ou au travers d'un simulateur, si le temps est moins clément. Mais avant cela, Jean-Guy va vous donner quelques astuces pour vous repérer dans le ciel au travers du logiciel Stellarium. Dès à présent, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir, je vais vous guider ce soir à travers du logiciel Stellarium sur le ciel. Donc ce logiciel nous permet de faire la représentation du ciel, du monde. Donc là ici j'ai fait apparaître les points cardinaux et ensuite nous allons entamer la visualisation. On va donc identifier certaines constellations donc, de la saison, constellations d'été. Et donc, mais auparavant, je vais faire un petit retour en arrière sur la présentation précédente où l'on avait discuté des constellations de printemps et du fameux triangle de printemps. Donc on voit qu'actuellement, ces constellations se sont glissées de plus en plus vers l'ouest, vers le coucher. Et sur notre triangle que nous avons vu avec l'étoile Arcturus, qui est ici en hauteur, l'étoile Spica de la Vierge. Donc je vais afficher en même temps les constellations. Et le lion, on voit qu'en fait, Régulus est en train de se coucher. Donc nous avons les constellations de printemps qui sont encore accessibles en tout début de nuit. Mais disons le lion, c'est terminé. Mais on peut encore très bien voyager sur le Bouvier, donc l'étoile Arcturus, et en même temps aller visionner quelques objets de la Vierge. Alors maintenant nous allons nous tourner progressivement vers le sud et en même temps voilà, vers le sud et sud-est pour identifier ce fameux triangle d'été qui est représenté par 3 belles étoiles bien brillantes que l'on discerne facilement. Il suffit juste en ce moment de regarder donc dans la direction sud-est et nous avons au-dessus, en levant la tête, l'étoile Vega, donc d'une magnitude de 0,03, donc déjà bien brillante. Cette étoile, c'est l'une des premières étoiles qui apparaît dès que le crépuscule tombe, c'est-à-dire aussi elle est accompagnée en même temps de l'étoile Arcturus du Bouvier qui est très brillante aussi. Donc ce sont les 2 premières étoiles qui apparaissent. Ensuite, revenons donc à ce fameux triangle. Donc ensuite, après Vega, pour dessiner le triangle d'été, nous descendons. Et nous trouvons l'étoile Altaïr avec une magnitude de 0,77, un peu moins brillante. C'est la 2e étoile qui apparaît. Ensuite, on avons donc Arcturus Vega avant. Et ensuite, nous avons Altaïr qui apparaît au crépuscule. Puis ensuite, pour fermer ce fameux triangle, nous avons donc Deneb avec une magnitude de 1,25. Voilà, donc beaucoup moins brillante, mais suffisamment quand même. Il faut attendre un peu plus que le ciel s'assombrit et nous avons notre triangle qui apparaît. Pardon Jean-Guy, justement, tu nous parles de magnitude. Oui. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel sur la définition?
Oui, alors la magnitude en astronomie, il en existe deux, hein. On exprime de deux façons, hein, la magnitude apparente et la magnitude absolue. Alors cette magnitude a déjà été utilisée depuis très très longtemps, hein. C'est donc Hipparque, hein, dans son catalogue, hein. Il avait donc en même temps classé les étoiles sous une certaine échelle, hein, qui s'étendait de 1 à 6. Mais ensuite, avec la venue des premiers instruments au moment de Galilée, il a fallu commencer à rajouter parce que Galilée apercevait d'autres étoiles qu'on ne voyait pas à l'œil nu, hein. Il faut savoir que à l'œil nu, on voit des étoiles jusqu'à la magnitude 6, que plus le chiffre augmente, c'est-à-dire si on va de 1 vers 6, plus les étoiles brillent de moins en moins. Et donc, Galilée, lui, voyait des étoiles qu'on ne voyait pas à l'œil nu, donc on a dû rajouter des chiffres, hein. Donc cette échelle s'est agrandie, et donc actuellement, maintenant, elle s'étend on va dire pour les étoiles faiblement brillantes, cette échelle s'étend jusque 30, et donc c'est savoir que des étoiles de magnitude 30, c'est vraiment des étoiles qu'on ne voit pratiquement pas, même nous avec nos instruments d'amateurs, hein, c'est tout simplement Hubble qui les détecte. Voilà. Et par contre, au niveau des magnitudes plus fortes, hein, à savoir au-delà des étoiles, la Lune, certaines Vénus aussi qu'on peut voir pratiquement avant que le ciel s'assombrit. Et puis le Soleil, il a fallu aussi aller dans ce sens-là, et là on est allé vers les magnitudes négatives. Et donc par exemple, le Soleil, lui, il a une magnitude de moins 26, et ensuite la Lune, la pleine Lune, c'est une magnitude de moins 12, et cette magnitude, elle descend encore jusque moins 30. Après aussi ajouter que une différence de magnitude de 5, c'est-à-dire une étoile qui a une magnitude de 1, et une étoile qui a une magnitude de 5, cette différence de luminosité est de l'ordre de 100. Ce qui veut dire qu'une étoile de magnitude 5 va briller 100 fois moins qu'une étoile de magnitude 1. Donc là, ici, je viens de citer quelques magnitudes. On voit déjà qu'en dehors de Deneb, qui a une magnitude de 1,25, les deux autres que j'ai cités, Vega est à 0,03, donc on descend, on s'en va déjà vers le négatif, et Altaïr a une magnitude de 0,77, ce qui fait que ce sont des étoiles qui sont vraiment relativement bien brillantes, qu'on décèle facilement sur notre ciel. Dès que le crépuscule est tombé, si je reviens au Bouvier, la magnitude du Bouvier, elle est de l'ordre de, je regarde, 0,15. Donc vous voyez, c'est donc on a le Bouvier, on a Vega qui apparaissent en premier, et suivi ensuite d'Altaïr, hein. Merci beaucoup Jean-Guy, c'était très clair. Tu nous as dit que Vega donc était la plus brillante, et elle fait partie de quelle constellation? Alors oui, donc Vega appartient à la constellation de la Lyre, hein. Donc voilà, je clique dessus, voilà, et puis comme j'ai cliqué sur les autres auparavant, bien sûr, automatiquement, en faisant apparaître les constellations, vous verrez aussi la constellation de l'Aigle ainsi que la constellation du Cygne. Donc l'Aigle, c'est la constellation auquel appartient Altaïr, hein, et ensuite Deneb, c'est l'étoile principale de la constellation du Cygne. Pour revenir à Vega, donc qui appartient à la constellation de la Lyre, en fait nous cherchons un petit parallélogramme, vous voyez. Je le décris avec la souris, et je vais donc la faire apparaître, et nous verrons en même temps nos deux autres. Ensuite, nous avons Altaïr, constellation de l'Aigle. Vous voyez, alors c'est des traits symboliques, mais en fait, ce dessin présente symboliquement un peu un oiseau, hein. Vous voyez, nous avons les deux ailes et nous avons la tête avec les yeux. Ensuite, nous avons Deneb, l'étoile principale de la constellation du Cygne, et là aussi, vous allez me dire, c'est aussi un symbole d'un oiseau en vol. Et si vous êtes observateur, lorsqu'on regarde un cygne en vol, comme d'autres animaux qui ont un cou très long, en fait on voit ici cette partie-là de ces étoiles réunies par le trait, nous avons le cou,
avec ici tout au bout l'étoile Albireo, qui est une jolie étoile double. Et donc ensuite, revenons sur le milieu, ici, et nous avons l'étendue des ailes de chaque côté. Et à l'arrière, Deneb, c'est la partie arrière, la partie queue. Voilà. Hein. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Le Théo nous donnera la définition exacte de Deneb. Alors, revenons à la constellation de la Lyre. Donc, c'est la 5e étoile plus brillante. Hein. Dans le classement des étoiles plus brillantes, c'est la 5e. Et juste après, la première, c'est Sirius, bien sûr, du grand chien, une constellation donc, qu'on voit en hiver. Et ensuite, nous avons juste avant Vega, la position numéro 4, c'est notre fameuse étoile du Bouvier, Arcturus, hein, qui est en position numéro 4. Marie-Françoise, peux-tu nous parler un peu de la mythologie de la Lyre ? Alors, merci Jean-Guy pour ces explications. Alors, je vais effectivement parler de la Lyre d'un point de vue mythologique, mais avant tout, on peut se demander pourquoi mentionner la mythologie encore de nos jours. Alors certains diront que ce sont de beaux contes fantastiques encore adaptés au cinéma, d'autres que la théogonie d'Hésiode est riche d'enseignements, que le poème Les Métamorphoses d'Ovide est un enchantement. Certes, il y a un peu de tout cela, mais il faut juste se rappeler que la mythologie n'est pas un genre littéraire. Les récits fabuleux ne sont pas des contes et légendes, même si ce sont des histoires que l'on peut raconter aux enfants. C'est la matrice de la philosophie. Derrière, il y a une interrogation philosophique sur ce qu'est une vie bonne pour les mortels, c'est-à-dire une mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde, car si le cosmos est détruit, on ne peut plus trouver de sens à sa vie. Il n'existe pas qu'une seule mythologie, chaque peuple avait sa propre conception de création du monde que l'on appelle cosmogonie. Elles étaient vivantes, ce qui explique les nombreuses versions de récits. J'ai choisi de vous relater la mythologie grecque, qui est riche, cohérente, avec une généalogie des dieux complexe. Et pour cause, les Grecs enseignaient par le biais de la mythologie. Alors, comme promis, voici le récit de la Lyre, ou plus exactement les grands traits, puisque nous pourrions prendre au moins 1 heure pour chaque récit. Alors, les civilisations antiques connaissaient déjà la Lyre. Le Moyen-Orient et l'Inde y voyaient un vautour, tandis que les Grecs y voyaient une Kintara. Elle fait partie des 48 constellations répertoriées par Claude Ptolémée au début de notre ère. La mythologie grecque attribue à Hermès, fils de Zeus, l'invention de la lyre. Hermès, Mercure pour les Latins, est le messager des dieux, mais aussi protecteur des marchands, des voyageurs et des voleurs. Il est rusé, rapide, mais aussi voleur. Il vola les bœufs de son demi-frère, de son demi-frère Apollon. Zeus, leur père, ordonna à Hermès de rendre le troupeau à Apollon. Hermès en échangea la moitié contre une lyre qu'il avait lui-même fabriquée à l'aide d'une écaille de tortue. En échange, Apollon lui donna une baguette qui lui permit plus tard de séparer 2 serpents qui se battaient et s'entortillaient. C'est l'origine du caducée. Quant à Apollon, ayant reçu la lyre, il enseigna la musique à Orphée. La lyre est le symbole de la chanson et de la poésie. Alors maintenant, on revient sur l'étoile principale de la lyre, Vega. Jean-Guy nous en a donné les caractéristiques principales. Et maintenant, Théo, peux-tu compléter la description ? Bonsoir. Vega. Vega est une étoile jeune, de l'ordre de quelques centaines de millions d'années. Elle tourne sur elle-même en moins de 24 heures. À titre de comparaison, le Soleil met 27 jours. En termes de masse, elle fait 2 fois le Soleil et brille 60 fois plus. De par sa luminosité, les astronomes l'ont beaucoup étudiée et en particulier pour mesurer sa distance à la Terre grâce à la parallaxe. Fait intéressant, c'est que Vega fut l'étoile polaire 12 000 ans avant notre ère et le sera dans 12 000 ans à cause de la précession des équinoxes. De plus, grâce à l'événement
de l'astrophotographie en 1840, Vega devint la première étoile autre que le Soleil à être photographiée. JP, ce serait peut-être intéressant de faire un point sur cette précision qui a eu et aura un impact non perceptible à notre échelle du temps, il est vrai. Rebonsoir à toutes et à tous. Eh bien oui Théo, l'équinoxe est le moment de l'année où le jour et la nuit ont la même durée. Le Soleil traverse le plan équatorial de la Terre, perpendiculairement à l'axe terrestre. Une année connaît 2 équinoxes, la première entre le 20 et le 22 mars, la seconde entre le 21 et le 23 septembre. C'est à cette époque de l'année que se produisent les grandes marées. Pour imager le phénomène, on peut prendre pour exemple une toupie. Lancez-la et vous apercevrez que son axe s'incline en tournant et décrit un cône. C'est la même chose pour la Terre. Sous l'influence de la Lune et du Soleil, l'axe de rotation décrit un cône qui fait un tour complet en 25 800 ans. Comme le faisait remarquer Marie-Françoise, l'étoile polaire n'a pas toujours été la plus proche du pôle nord céleste. 3000 ans avant notre ère, c'était l'étoile Tuban dans la constellation du Dragon, moins brillante que notre étoile polaire. Alors tout ce que je vous ai ici dit peut se retrouver sur le petit schéma qui est affiché, où vous voyez en haut la position de notre étoile polaire, qui est une des étoiles de la constellation de la Petite Ourse. Alors si vous allez dans un sens anti-horaire, vous voyez que Aldéramine a été une des étoiles les plus proches. Et puis vous avez Vega. Puis on est passé dans la constellation d'Hercule. Et ouais, voilà comment on fait, comment ce cône décrit ce qu'est la précession de 25 800 ans. Théo va maintenant compléter les caractéristiques de la deuxième étoile du triangle d'été, Altaïr, mais avant tout, Marie-Françoise, peux-tu nous conter l'histoire de la constellation de l'Aigle ? Avec plaisir, Jean-Pierre. Alors, dans la mythologie grecque, l'aigle est l'oiseau de Zeus par excellence, probablement à cause de sa majesté, mais aussi parce qu'il vole très haut dans le ciel, là où Zeus veille sur les hommes. Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène, connu sous le nom de Hercule dans la mythologie romaine, voulait atteindre de ses flèches l'aigle envoyé par Zeus pour enlever Ganymède. Et Ganymède, c'est la partie sud de l'aigle qui était nommée ainsi dans l'Antiquité européenne. Une autre version de la mythologie grecque est que la constellation représente l'aigle de Caucase qui vient chaque jour grignoter le cœur de Prométhée. C'était la peine infligée pour avoir donné le feu aux hommes. L'une des étoiles les plus remarquables de la constellation de l'Aigle est Altaïr. Théo, peux-tu nous la décrire, s'il te plaît ? Mais oui, Marie-Françoise. Alors Altaïr elle a intrigué les astronomes à cause de sa vitesse de rotation, près de 100 fois supérieure à celle du Soleil, ce qui lui donne une forme aplatie. On sait maintenant, grâce au modèle calculé par des astrophysiciens, que sa masse est de 1,86 plus importante que celle du Soleil, et qu'elle aurait une centaine de millions d'années. Elle est donc beaucoup plus jeune que ce que l'on pensait, 1 milliard d'années auparavant. Altaïr veut dire aigle ou vautour en arabe. Nous arrivons maintenant à la dernière étoile du triangle d'été, Deneb, de la constellation du Cygne. Et Marie-Françoise va nous dire un mot sur son histoire. Je vais reprendre un petit peu la parole, juste quelques minutes, et je vais donc compléter un petit peu pour Deneb aussi. Deneb, la queue du cygne, elle a une magnitude, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de 1,25. Elle est située à 1550 années-lumière. Alors, il faut savoir que c'est une des étoiles les plus lointaines que l'on peut voir à l'œil nu. Il faut savoir que les étoiles qu'on aperçoit à l'œil nu, elles sont dans un environnement proche, mais là, quand on voit quand même que c'est une étoile qui se trouve à plus de 1000 années-lumière, je vous laisse imaginer un petit peu sa luminosité et le type d'étoile qu'on doit avoir à faire.
et ça on en parlera peut-être un petit peu plus loin. Par contre, je voulais signaler aussi que Deneb n'est pas la seule, il y a sa voisine, Sadr, qui est au croisement des ailes et du corps. Sadr est aussi une étoile qui est très très éloignée. Sadr, elle est juste à un peu moins de 1500 années-lumière. Voilà. Ces deux étoiles-là que l'on voit, dites-vous, quand vous les regardez, vous regardez un objet qui se trouve, enfin vous regardez deux soleils qui se trouvent à plus de 1500, enfin l'un pour l'un, plus de 1500 années-lumière et un petit peu moins pour l'autre. Voilà. Je vais laisser donc la parole maintenant à Marie-Françoise qui va nous raconter la mythologie de ce signe. Oui, alors parfois elle était appelée la Croix du Nord, et elle doit son nom à Claude Ptolémée, qui l'a nommée ainsi dans l'Almageste. Alors la mythologie grecque rapporte que Zeus prit la forme d'un cygne pour séduire Léda, et de leur amour naquirent deux œufs. Dans l'un, il y avait Pollux et la belle Hélène de Troie, et dans l'autre, Castor, fruit de son mari. Maintenant Théo, est-ce que tu peux nous donner des caractéristiques de Deneb, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Marie-Françoise. Alors Deneb, cette supergéante blanche variable de 20 masses solaires et de 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Deneb signifie queue en arabe. Alors, je veux juste ajouter, ça prouve, de par sa distance, la raison pourquoi on la voit, on arrive à la discerner à l'œil nu. Donc, on a ici le 60 000 fois plus brillante que le Soleil, comme a dit Théo. Donc, une super géante. Donc, voilà, c'est pour cette raison que c'est une étoile qu'on arrive, de par sa distance, à discerner à l'œil nu. Eh bien, avant de poursuivre notre voyage, j'aimerais qu'on s'attarde sur une constellation proche du Serpentaire, le Scorpion. Encore bas sur l'horizon, à cette époque de l'année, nous tenterons avec Théo de débusquer un objet magnifique. Jean-Guy, peux-tu localiser le Scorpion sur Stellarium, s'il te plaît? Alors oui, voilà. Donc là, j'avais mis les représentations mythologiques de ce qu'on vient de parler. Oui, voilà. D'accord. Donc là, je vais effacer les représentations mythologiques que j'avais mis un petit peu pour voir en fonction de ce que Marie-Françoise nous a raconté. Voilà, je les efface. Et puis, nous allons donc aller essayer de débusquer ce fameux Scorpion. Donc, il faut savoir que c'est une constellation qui est déjà accessible sous notre latitude. Il faut savoir que quand on regarde en direction du sud, on discerne déjà des constellations de l'hémisphère sud. Voilà. Donc, on n'en a pas la totalité. Voilà. Donc là, on baisse la tête et on va se tourner directement vers le sud pour essayer donc de trouver ce Scorpion. Et ce Scorpion, il est matérialisé, en fait, quand on le cherche, il faut plutôt chercher une étoile assez brillante, pas très loin de l'horizon sud en ce moment. Donc voilà, ici, si on regarde en direction du sud, vous allez voir en fait une étoile rouge orangée qui brille quand même relativement bien aussi. Elle a une magnitude de 1,06, donc son éclat en fait en fait même la rivale de Mars, d'où son nom. Antares veut dire en fait anti-Mars. Alors pourquoi? Parce que en fait cette étoile, voilà, Antares, et voici en fait la forme du Scorpion qu'on recherche, avec ici les pinces, et je vais mettre la représentation. Voilà. Et donc, cette étoile, Antares, elle n'est pas très loin de l'écliptique. Donc, si je mets l'écliptique, voilà, c'est en fait l'écliptique est la projection sur la voûte céleste de la trajectoire du Soleil et des planètes au cours de l'année. Donc, ce qui veut dire que le long de cette trajectoire, nous avons à la fois le Soleil qui se déplace au cours de l'année. En fait,
vu depuis la Terre, parce qu'en réalité, lui, il ne bouge pas, c'est nous qui tournons autour, et donc automatiquement, derrière lui, il y a les constellations, donc il passe effectivement, on voit par la Vierge, ici, et ensuite par le Scorpion, et nous verrons plus tard par le Sagittaire lors d'un prochain live. Donc Antares est une étoile vraiment gigantesque, hein. C'est une super géante. Il faut savoir que si on serait à la place de notre Soleil, elle engloberait une partie du système solaire, hein, jusque pratiquement Mars, tout serait englobé par cette fameuse étoile. Donc sa taille est estimée à environ 800 diamètres solaires, donc 800 fois notre Soleil en diamètre, et elle se trouve à une distance de 500 années-lumière. Donc c'est pour cette raison que c'est quand même une étoile vraiment brillante. C'est un phare en fait, hein, mais c'est un phare pour ceux qui ont la chance de voir le Scorpion en entier et plus haut, parce que nous, malheureusement, sous nos latitudes, vous remarquez qu'en fait, il manque la queue, hein. Juste ici, au niveau de ma souris, il y a une des étoiles du bout de la queue du Scorpion, et en réalité, là, il se dessine comme ceci sous l'horizon. Nous n'avons accès qu'une seule, un morceau du Scorpion. Voilà, donc je ne vois plus rien de spécial à vous dire à ce sujet. Donc vous donner des moyens de repère, il suffit de regarder l'aigle Altaïr, et cette étoile, elle se trouve par rapport à l'horizon vers la gauche, et c'est vraiment la plus brillante que vous pouvez trouver, à condition que l'horizon ne soit pas, bien sûr, bouché par des obstacles naturels, mais aussi par la brume. Il faut savoir que souvent, en cette période d'été, lorsque la nuit est tombée, nous avons souvent de la brume à une certaine hauteur, et donc parfois, malheureusement, elle peut être un peu étouffée dans cette brume, mais bon, les gens qui ont l'habitude d'observer le ciel, qui sont assez avertis, arrivent à la localiser facilement. Je vais maintenant demander à Marie-Françoise de nous parler un petit peu de la mythologie du Scorpion. Oui, alors c'est l'étoile la plus brillante de la constellation. Attends, je reprends parce que je vais mettre le son à fond. Oui, alors c'est l'étoile la plus brillante de la constellation, comme tu l'as fait remarquer, Jean-Guy. Et elle possède un compagnon, comme de toute façon la plupart des étoiles. Alors, pendant que Jean-Guy nous montre le Scorpion sur Stellarium, je peux vous raconter l'histoire mythologique si vous le voulez bien. Et j'ai choisi la version grecque. Donc la voici. Pour avoir la main de Mérope, l'une des 7 Pléiades, le père de celle-ci, roi de Chios, demande à Orion de le débarrasser de toutes les bêtes sauvages de son île. Excellent chasseur, Orion lui ramène les peaux de bêtes à sa bien-aimée, mais le père revient sur sa parole. Furieux, Orion but tout son vin et soûl enleva Mérope. Pour le punir, le roi lui fit crever les yeux. Et pour recouvrer la vue, l'oracle lui enjoint de se diriger vers l'est, là où Hélios se lève. Il tombe amoureux d'Artémis, déesse de la chasse et de la lune. Mais le frère d'Artémis, Apollon, jaloux de ses exploits, lança un scorpion à sa poursuite, et pour réchapper au monstre, il s'enfonça dans la mer. Artémis, pensant tuer le monstre, décocha une flèche qui tua Orion. Voyant son erreur, elle implora Zeus de lui rendre la vie, ce qu'il refusa. Elle plaça alors l'image d'Orion parmi les étoiles, en compagnie de ses chiens Canis Major et Canis Minor. On dit que dans sa chasse éternelle, il se place prudemment loin du Scorpion. Oui, mais en fait, Orion, il est carrément à l'opposé, en fait, Voilà, actuellement. il est à l'opposé. Voilà. Donc en fait, Orion n'est visible que actuellement à l'opposé du Scorpion. Voilà. C'est-à-dire que
En 12 heures plus tard, nous aurons le Soleil en plein sud et nous aurons Orion qui sera en arrière-plan, juste à l'arrière. Donc on n'est pas visible actuellement. D'où, comme tu dis, pour positionner très loin d'Orion. Voilà. Alors il est temps maintenant de faire fonctionner les simulateurs de télescopes et de voyager dans le milieu interstellaire à la rencontre d'amas globulaires et de nébuleuses. Et bien voilà, nous sommes à bord du vaisseau Skylone du jeu Space Engine. C'est un jeu très réaliste qui donne une représentation tout à fait réaliste et fiable de l'espace intergalactique et des objets de la galaxie. Donc ça va évidemment de notre système solaire vers les systèmes extérieurs. Vous pouvez même créer vos propres montres. Alors on est en train de se balader, voilà, on voit notre galaxie, la Voie lactée. Et on va faire un petit tour autour de la Voie lactée. Alors c'est tout à fait unique, mais aujourd'hui on va utiliser nos propres instruments. Nous avons un réseau de télescopes, de 5 télescopes plus ou moins, qui peuvent être, donc qui sont mis en réseau et qu'on peut manipuler en simultané à travers les différents opérateurs qui animent cette soirée, Marie-Françoise, Jean-Guy, Théo et moi-même. Donc là, le vaisseau prend un peu de vitesse, apparemment. Et on va le laisser se balader un petit peu, vous laisser profiter de ces quelques images avant de vous présenter le setup que je vais utiliser. Alors aujourd'hui il fait pas très beau, la météo n'est pas très favorable, et dans ces cas-là on utilise des simulateurs pour vous décrire des objets que l'on a capturés voilà, lorsque le ciel était clément d'un point de vue astronomique, c'est-à-dire présenter des conditions favorables à l'astrophotographie. Voilà, je vous laisse seul en compagnie de ce vaisseau. En principe, vous êtes à l'intérieur, c'est mieux d'ailleurs. Et à tout de suite. Je vous invite maintenant à découvrir notre configuration matérielle et logicielle. Nous avons plusieurs scopes en configuration réseau. Malheureusement, aujourd'hui, le temps est un peu maussade, donc on va faire de la simulation, mais avec des captures qui ont été réalisées par nos soins. Concernant les équipements, nous avons chacun une configuration qui est en réseau, comme je disais, et qui est constituée d'une monture AZQ6, HEQ5 pour certains,
les deux pour les autres, et avec différents types de télescopes et lunettes. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus pour l'instant. Je ferai peut-être une vidéo spécifiquement sur le sujet, mais en fait tout se lance à partir du logiciel Castars, le logiciel planétarium que je vais lancer tout de suite. Voilà, et le principe c'est vous avez le logiciel planétarium, voilà, qui est ici. Vous localisez un objet, vous allez pointer votre télescope sur l'objet et puis vous effectuez toutes les opérations que vous voulez, comme la prise de vue sur l'objet, le guidage. Enfin, avant la prise de vue, il faut me faire ce qu'on appelle une mise au point. Donc on fait la mise au point, on fait l'alignement, donc être sûr que l'objet qu'on vise et qu'on a demandé, en fait l'objet qui est visé dans le planétarium correspond bien à ce que le télescope pointe. Parce que vous savez que les télescopes ont aussi des erreurs de déplacement. C'est de la mécanique, donc il y a toujours des erreurs de déplacement en tout cas pour les montures que nous utilisons nous, qui ne sont pas, qui sont des montures pour astronomes amateurs. Même si elles sont bonnes, il y a toujours des erreurs. Sinon il faut mettre un prix exorbitant, évidemment. Alors donc il y a l'alignement qui consiste donc à rattraper ces erreurs, et finalement on utilise une petite lunette guide qui pointe sur une étoile et qui nous sert de repère, et on essaie toujours d'être sur cette étoile là de façon informatique, donc on a une prise de vue de l'étoile et une correction via la monture qui se fait automatiquement si on se déplace d'autant de arcs secondes, enfin si on a un déplacement assez significatif sur l'étoile. Voilà, ce qui nous permet d'avoir par petites retouches de rester centré de rester sur l'objet. Alors on a aussi ce que je viens de vous expliquer, donc le module de guide qui réalise le guidage, donc le suivi. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là, le planétarium, et puis je vais démarrer. Voilà. Je démarre un module qui s'appelle ECOS, et ECOS, c'est la configuration fonctionnelle. Donc à travers ECOS, une fois démarré, je vais avoir toutes les fonctionnalités souhaitées, ou configurées. Alors ici, j'ai différents profils. Donc c'est quoi un profil? C'est la définition des équipements qu'on a dans notre observatoire. Et donc ici pour mon profil, j'ai EQ Mode Mount, donc c'est la monture, c'est une AZEQ6. La ZWCCD, c'est les deux caméras, une caméra principale, une caméra de guidage. Pegasus Focus Cube, c'est le moteur de mise au point. ASI EFW, c'est la roue à filtre, donc il nous permet de sélectionner automatiquement différents types de filtres suivant les objets qui sont imagés. Donc si je vais sur une nébuleuse où l'hydrogène est assez présent, je vais mettre un filtre H-alpha pour capturer justement l'hydrogène. Voilà. Et donc ici j'ai configuré un dôme, donc celui qui a un observatoire in situ, un observatoire dans lequel il abrite son télescope. Il a donc un dôme, et le dôme peut être également piloté pour son ouverture, sa fermeture, en cas de pluie ou de conditions météo néfastes, que sais-je, ou de fin de session. Alors il y a un autre module qui est le module météo, weather. Ici je suis connecté sur un serveur sur internet qui me donne les conditions locales. Sinon vous pouvez très bien avoir votre station météo locale et avoir toutes les conditions évidemment qui vous permettent de gérer, de donner des ordres au dôme et au télescope et à la monture. Donc après il y a un joystick, donc c'est une manette de jeu qui peut
qui peut être utilisé pour lorsqu'on est près du télescope, le manipuler, oui. Et puis aussi de commander le moteur de mise au point. Ça c'est possible également. Alors après j'ai un hub, c'est-à-dire une petite boîte qui centralise toutes les connexions USB, puisque les caméras et autres joyeusetés se connectent via USB. Et donc pour ne pas surcharger la petite boîte Raspberry, qui est un petit ordinateur en fait, donc quoique assez puissant, il faut éviter quand même de surcharger ces portes USB, et ne fût-ce que parce qu'elles ne donnent pas toujours le courant qui est souhaité par certains périphériques, par certains modules. Mais voilà, donc on utilise ce hub là qui sert également à fournir du courant. Donc il y a 4 sorties 12 volts dessus qui permettent d'alimenter les équipements également. Donc vous ne devez pas redescendre vers une alimentation au sol. Tout va se passer au niveau de la tête du télescope. Enfin, du télescope. Donc c'est beaucoup plus facile pour gérer le mouvement des câbles lorsque le télescope se déplace. Alors il y a aussi une option quand même assez intéressante, c'est Sky Safari. Donc en fait il y a un petit serveur qui va se lancer si vous configurez cette option là, et qui va vous permettre de connecter votre setup au travers de Sky Safari Pro que vous installez sur votre tablette ou sur votre smartphone. Donc là vous aurez accès à votre télescope, vous pourrez l'envoyer sur les objets que vous visez directement dans Sky Safari Pro. Voilà. Donc le tout peut s'utiliser de façon simultanée, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir votre configuration en remote, donc à distance, votre application comme je l'ai ici, en train de gérer le télescope, de commander le télescope, et puis vous pouvez avoir un petit souci, descendre, voir ce qui se passe, et puis garder le contact à travers l'application Sky Safari, ou autre application qui ferait une émulation, donc qui se prendrait le contrôle à distance. Donc il n'y a pas de souci majeur à ce point-là. Évidemment, il faut toujours avoir accès au réseau. Ça, c'est la moindre des choses. Voilà, bien, on va terminer cette petite présentation et pouvoir se diriger vers le premier objet. Alors, comme je vous l'ai laissé sous-entendre, on va se déplacer dans le Scorpion parce qu'il y a un objet qui nous a semblé très intéressant à signaler, c'est la tête de cheval bleu. Donc pas la tête de cheval qui se trouve dans Orion et qu'on voit en hiver, mais voilà une nébuleuse par réflexion, c'est-à-dire qu'il y a une étoile derrière un amas de poussière très, très fine, et vous avez donc une réflexion de cette lumière. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir cet objet à l'œil nu, donc je vais vous montrer où on va aller chercher. Son numéro c'est IC 4592, donc on va directement aller dans le planétarium, mais avant ça, bien sûr, il faut lancer tout le setup que je viens de vous expliquer. Donc ça c'est la première chose. Donc on démarre, donc sur le profil de base, enfin sur le profil configuré, on démarre. Voilà, bon, il me dit qu'il y avait une instance qui tournait, c'est normal. Voilà, donc vous voyez tous les modules. Ça c'est ce panneau de contrôle là, c'est un panneau de contrôle des équipements. Donc on est à la couche inférieure des logiciels, et puis on va pouvoir paramétrer précisément chacun des modules. Et ça, on le fait une fois, et une fois que c'est fait, c'est dans le profil. Bon, maintenant, lorsque je le lance, il va ouvrir pour faire les connexions, puisqu'on peut faire une connexion sur ces modules directement au lancement, ou bien on peut le faire manuellement. Donc là, on vérifie simplement, voilà. Bon, ça, c'est pour vous montrer un peu comment ça s'imbrique. Donc là, la monture, le joystick, la météo. Alors la météo n'est pas bonne déjà aujourd'hui. Voilà, le temps est un peu bon, la pluie. Et donc après Sky Safari avec une connexion, si on veut se connecter sur Sky Safari, c'est la porte de connexion, c'est la porte qu'il faut ouvrir.
hein, la 96-24, 96-24, ou la 76-24, si c'est Indy. Voilà, bon. Le Pegasus, donc le moteur de mise au point, comme je l'ai expliqué, puis les caméras. Voilà, tout y est. Okay. Alors, ce que je vais faire maintenant, voilà, vous avez tous les modules. Vous voyez, les modules fonctionnels apparaissent maintenant. Donc, si je regarde peut-être où se trouve ma monture, alors j'ai vérifié la date et l'heure. Qui n'était pas juste, donc j'ai mis le 15 juillet, voilà, et temps universel 21h16 plus ou moins, et donc voilà, donc là, comme je disais, la monture elle est donc sur l'étoile polaire, donc vous voyez ici la petite ours, et donc ça c'est très important de bien être aligné sur l'étoile polaire, mais il y a également un module logiciel qui peut le faire pour vous, donc c'est extraordinaire. Donc ici je vais demander je vais enlever de la position parking le télescope, et puis ce que nous allons faire, nous allons demander, donc vous voyez ici la zone qui est pointée avec le rectangle jaune qui m'indique exactement l'objet que j'ai demandé dans le planétarium. Alors maintenant il faut envoyer la monture vers cet objet, donc on fait un go to à partir de la monture. Une fois que le télescope est sur la cible, alors le processus est assez simple. On programme le temps d'exposition, le nombre de pauses, et puis on met la température du capteur, hein, donc généralement on va la mettre sur moins 10 degrés, puis on fait ses prises de vue. Donc ici je ne vais pas vous faire les prises de vue directement sur IC 4592, pour la simple raison déjà que chez moi le Scorpion est très bas, donc même si le télescope est parti à la bonne position du Scorpion, ben, là j'ai quelques arbres de voisinage qui ne permettent pas de capturer. Alors sachez que le Scorpion sous nos contrées ne monte pas très haut. Donc c'est la période que vous pouvez encore photographier, c'est la période où vous pouvez encore capturer les objets du Scorpion, mais bon, il va très vite redescendre. Néanmoins, je vais vous montrer ce qu'est la capture de IC 4592. Alors IC, comme je l'ai peut-être déjà dit, mais enfin je vais vous résumer les informations sur IC 4592. Donc c'est une nébuleuse qui n'est pas si facile à faire, parce que vous voyez déjà qu'il y a plusieurs composantes de couleurs, donc différents composants chimiques de la nébuleuse. Alors comme je le disais, c'est une nébuleuse par réflexion qui est située à 400 années-lumière de la Terre, donc elle n'est pas très éloignée. Elle est très étendue et c'est très fine poussière, donc reflète la lumière d'une étoile voisine qui est située vers l'œil du cheval. On aperçoit une deuxième nébuleuse qui est ici, comme je vous l'ai déjà précisé, donc c'est IC 4601 qui entoure les deux étoiles. Donc très jolie à faire, je vous conseille si vous avez l'opportunité de pouvoir l'imager. Nous avons repéré le triangle d'été puis visité la constellation du Scorpion. Nous pouvons poursuivre notre voyage. En nous aidant de ces étoiles, nous mettons le cap sur le Serpentaire ou Ophiuchus. Pourquoi cette constellation ? Je vous le disais en préambule parce qu'elle regorge d'une multitude d'objets et en particulier des amas globulaires extraordinaires. Jean-Guy va nous guider sur Stellarium pour la débusquer facilement. Puis Marie-Françoise vous contera l'histoire de la constellation en quelques mots. Je passe la parole à Jean-Guy. Oui, voilà. Donc maintenant, nous allons nous diriger sur le ciel à l'aide de Stellarium. Et donc, comme disait Jean-Pierre, on va donc on a repéré déjà dans un premier temps les 3 étoiles du triangle d'été. Donc Vega, voilà, de la Lyre,
Voilà. Ensuite, nous avons vu comment Altaïr de l'aigle. Et ensuite, nous avons vu aussi Deneb du cygne. Voilà. Donc nous avons nos 3 étoiles du triangle d'été. Puis nous sommes allés donc voir le Scorpion avec son étoile Antares qui se trouve là sur le bas, sur l'horizon. Donc pour trouver cette fameuse constellation d'Ophiuchus, ou le Serpentaire, on va s'aider tout simplement en fait de l'étoile Vega et de l'étoile Antares, l'étoile principale du Scorpion. On va donc imaginer de tirer une droite. Pour cela, je vais utiliser l'outil reporter. Voilà, on imagine, on tire une ligne droite imaginaire qui part donc de Vega jusqu'à Antares, et on va un petit peu avant la moitié de cette distance, on voit que cette ligne passe à proximité d'une étoile qui est quand même déjà bien lumineuse, puisque cette étoile, c'est Rasalag, avec une magnitude de 2,8. Donc elle s'affiche nettement sur le ciel. Donc voilà, ici, je vais enlever l'outil et donc recliquer cette étoile, et voici en fait le dessin que l'on va essayer de reformer en reliant les étoiles principales d'Ophiuchus. Alors Ophiuchus n'est pas seul, bien sûr, parce que, alors je vais en parler, parce que ensuite nous visiterons un objet qui n'est pas tout à fait dans Ophiuchus, mais qui fait partie pratiquement d'Ophiuchus, parce que c'est le Serpentaire. Il est accompagné donc du serpent, de la constellation du serpent, avec ici la tête du serpent et de ce côté la queue. Et si je mets la représentation, voici un petit peu l'image que vous verrez aussi après avec Marie-Françoise. Donc j'ai dit, cette étoile, on va utiliser, donc on localise l'étoile à mi-chemin entre Vega et Antares, on localise Rasalag, ensuite on déchiffre un petit peu les alignements des étoiles par des traits imaginaires, c'est ça, les astérismes, et puis voilà. Nous, cette étoile que je viens de citer, Rasalag se trouve à une distance environ de 47 années-lumière. Voilà, c'est juste un petit détail. Alors, mais avant de découvrir quelques objets de cette constellation, je vais demander à Marie-Françoise donc de vous parler un petit peu sur l'origine du Serpentaire. Oui, alors l'origine du Serpentaire. Alors, cette constellation était connue au IIIe siècle avant notre ère. Et Aratos de Solès le cite dans son ouvrage Les Phénomènes. Puis ensuite, c'est Ptolémée qui l'intègre dans son Almageste sous le nom de Serpentarius, le Serpentaire. Cela au début de notre ère. Alors je vous cite un court extrait des Phénomènes de Aratos de Solès. Vous voyez, tout près de la tête de l'homme représenté à genoux, celle du Serpentaire Ophiuchus. Vous le distinguerez à l'éclat de ses épaules et de sa tête, qui paraissent même pendant que la lune est dans son plein. Ses mains ne sont pourtant pas aussi apparentes, car elles ne rendent qu'une faible lueur. Elles sont néanmoins visibles, parce qu'elles ne sont pas trop petites. Elles sont fatiguées de porter le serpent, qui croise le Serpentaire. Celui-ci, debout sur le grand Scorpion, le foule sous ses pieds qu'il appuie sur son œil et sa poitrine, en tenant dans ses mains le serpent, dont la moindre partie est dans sa droite et la plus grande dans sa gauche, et dont la mâchoire supérieure atteint la couronne. Alors voilà, c'est l'extrait terminé. Et la constellation maintenant, vous voyez là à l'écran, représente un homme donc portant un serpent autour de lui. Le Serpentaire divise la constellation du serpent en 2 parties. Alors, elle représenterait Asclépios, dieu de la médecine chez les Grecs, élève de Chiron, médecin qui, selon la mythologie grecque, aurait tué un serpent et aurait eu la surprise de voir un autre serpent le ranimer avec des herbes. Le savoir médical d'Asclépios aurait été tel qu'il était capable de ressusciter les morts. Ceci inquiéta Hadès, dieu des enfers, qui craignit de ne plus recevoir d'âme.
Aussi convainquit-il son frère Zeus de foudroyer Asclépios et de décréter que tous les mortels doivent mourir un jour. Et afin d'honorer ses talents de guérisseur, Zeus l'a placé avec son serpent dans les cieux. Voilà, alors Théo, l'étoile principale de Rasalag est la plus brillante de la constellation. Peux-tu compléter la description que nous en a faite Jean-Guy, s'il te plaît? Rasalag figure la tête du Serpentaire. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation, comme l'a précisé Jean-Guy. Elle est blanc-bleu de type A. Les étoiles de type A sont parmi les plus visibles à l'œil nu. C'est une étoile double qui possède un compagnon. On peut noter que l'implosion d'une supernova SN 1604 le 10 octobre 1604 dans la constellation observée par Johannes Kepler, d'où le nom d'étoile de Kepler. Continuons notre balade dans la constellation d'Ophiuchus, où de beaux amas globulaires nous attendent. Pendant que nous effectuons nos manœuvres, Jean-Guy nous guide sur Stellarium pour trouver le premier objet, en l'occurrence M5. À toi Jean-Guy. Alors, nous allons nous rendre donc sur M5. Donc pour trouver cet amas à l'aide d'une paire de jumelles, je vais vous guider un peu comme si nous aurions une paire de jumelles à disposition, parce que c'est un amas qui est très accessible aux jumelles, malgré, même si on a un peu de pollution lumineuse, on peut arriver à le discerner. Donc pour le trouver, nous allons partir donc de Rasalag, l'étoile principale. Ensuite, nous allons nous diriger, localiser l'étoile opposée. Donc on essaye donc en fait on essaye de bien reproduire le dessin imaginaire, et donc l'étoile opposée à Rasalag, qui s'appelle Selk, va nous servir de point de départ. Ensuite, de Selk, nous allons localiser les deux étoiles à droite du Serpentaire. Voilà. Et donc ces deux étoiles, nous avons Iade postérieur pour la première et Iade prior pour la deuxième. Nous allons donc positionner nos jumelles sur ces deux étoiles une fois que nous les avons localisées visuellement. Voilà, donc je prends la paire de jumelles. Donc ici à droite, nous voyons que j'utilise un binoculaire jumelle de 10-50. Et voici en fait le champ représenté. Vous voyez, donc on a les deux étoiles, Iade postérieur et Iade prior. Donc nous allons tout doucement glisser, nous allons d'abord centrer plutôt Iade prior, la deuxième, celle qui est légèrement plus brillante. En fait, elles paraissent toutes les deux au niveau brillance comme ceci sur le logiciel identique, mais celle-ci est un peu plus brillante. L'Iade prior est plus brillante. Donc nous allons la positionner sur le centre. Voilà. Hop, on y va doucement, pas trop vite. Ça reprend un peu vite. Voilà. Quand cette étoile est centrée dans notre champ, nous allons glisser sur la droite. Donc en douceur, avec nos jumelles, on glisse tout doucement sur la droite jusqu'à localiser, voilà, un triangle rectangle. Voilà, ici, vous voyez. En fait, ici, avec la ligne n'existe pas, bien sûr, je vais l'enlever. Voilà, c'était en fait le serpent qu'on voyait là. La tête, enfin la partie tête du serpent. Et donc, nous localisons ces trois belles étoiles qui, comparées à toutes les autres, vont vraiment se détacher dans le champ de jumelles. Une fois ce triangle rectangle localisé, continuons toujours vers la droite tout doucement et sortons ce triangle du champ. Alors à partir du moment où le triangle va sortir du champ, là on va être attentif, on fait bien attention sur notre droite et vous verrez arriver deux étoiles, voilà, sur le bord là, qui arrivent, vous voyez, et tout de suite à la suite, nous avons l'objet. Vous voyez, nous avons ces deux étoiles. Je recommence tout doucement. Je vais repartir en arrière, voilà. Donc une fois que le triangle
est sorti. Ici, nous avons la pointe. Hop, nous sortons. Les 2 étoiles arrivent sur le bord. Et en enfilade, nous avons l'objet qui se situe juste ici. Voilà. Nous avons donc cet objet qui est donc M5. Donc c'est un amas remarquable. Hein, il est constitué de plus de 100 000 étoiles. Voilà. Pour une magnitude de 5,6. Alors sous un très bon ciel, faut savoir que si on est sous un ciel qui n'a pas de pollution lumineuse, de par sa magnitude qui est de 5,6, à savoir que la magnitude limite visuelle est de 6, certaines personnes arrivent à le localiser, à visualiser justement, arriver à localiser l'endroit où il se trouve. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Pierre. Voilà. Alors je vous propose maintenant de décoller de notre Terre, de la Terre, avec un vaisseau spatial un peu différent que le précédent, et de partir à la découverte de M5. Donc là on est prêt pour le décollage, donc on va y aller. Voilà, on va déjà s'élever dans les cieux, mais on va rester un petit peu en orbite parce qu'on est justement au coucher du soleil tout juste après, donc on va pouvoir peut-être admirer. Ah ben voilà Vénus qui va aller se coucher après le soleil, hein. Donc notre brave soleil va se coucher. Voilà, on voit apparaître les étoiles apparaître. Et voici notre vaisseau, cette fois-ci c'est Harmony 2B. On a changé de vaisseau. Pour l'instant il se positionne. Et on va lui donner la cible, M5, donc on allume ses moteurs principaux. Voilà, donc on passe au-dessus de bulbe de notre galaxie. Et on retrouve notre ami M5 qui est bien étendu. Nous allons maintenant pointer le télescope vers M5 de la même façon, c'est-à-dire au travers d'un logiciel, mais ici un logiciel que je vous ai déjà présenté précédemment. Et nous allons voir comment ont été réalisées certaines prises de vue de M5. Et quel est finalement le procédé pour imager les objets du ciel profond. Voilà, donc là, une opération que vous commencez à connaître, c'est-à-dire rechercher l'objet. Voilà, voilà M5 en fait. Donc vous avez le Serpentaire qui nous a présenté Jean-Guy. Et donc je vais en fait demander des détails sur M5. Donc ça je peux faire directement dans le logiciel Castars. Vous voyez déjà je peux obtenir une vue de M5. Voilà, donc M5 avec un noyau très compact, hein. Alors ce qu'on va faire, je vais centrer donc M5 et je vais le centrer dans le télescope. Pointer M5. Je demandais à ma monture d'aller vers M5. Ce que la monture fait, voilà, elle se dirige vers M5. Donc là, la monture est légèrement à côté. Je vais repointer pour qu'elle se mette sur M5. Voilà. Et alors, normalement, c'est le même procédé, hein.
Donc on part vers une prise photographique à travers ECOS, donc prise de photo. Alors pour de tels objets, en fait, on va faire des expositions assez longues. On peut faire des expositions assez longues pour avoir le plus d'éléments capturés, de lumière capturée. Normalement, ce qu'on fait, c'est on essaie de diminuer la température de notre caméra. Donc on met un cooler, donc un refroidissement en route pour que notre caméra soit à peu près à moins 10 degrés lorsqu'on va capturer. Pourquoi? Bien parce que tout un chacun qui a fait un peu d'électronique sait que en fait les électrons sont perpétuellement en mouvement dans les semi-conducteurs, et donc pour fixer les mouvements des électrons et éviter le bruit, eh bien on descend à des températures de moins 10. Donc en fait on va éviter ainsi, on va réduire le bruit et avoir ce qu'on appelle un rapport signal-bruit de nos captures qui est beaucoup plus important, donc un bruit plus faible. Voilà, donc ça c'est pour information. Donc on prend des expositions de 120 secondes et puis on en prend un certain nombre. Bon, on va essayer d'en prendre une trentaine par exemple. Je vais pas vous tenir pendant quelques heures pour faire les captures. Je vous montre simplement le procédé et puis on règle le gain pour la caméra. Alors il y a toujours un gain optimal pour une caméra. Il est renseigné dans les spécifications du constructeur. Donc voilà. Ici c'est une caméra donc de la marque ZWO, une ASI 294 couleurs. Donc c'est une caméra qui va nous sortir directement une prise de vue couleur. Et nous avons différents filtres. Là je vais prendre un filtre classique anti-pollution. La séquence, je peux la programmer. Donc ici j'aurai une première séquence et puis voilà, les séquences vont s'exécuter directement. Si je les lance, je démarre les captures, voilà, elles vont être exécutées une à une. Donc 120 secondes, 2 minutes x 30, c'est 1 heure de prise de vue. Donc par après il va falloir traiter. Et le traitement se fait dans d'autres logiciels, donc principalement, moi j'utilise Cyril pour le pré-traitement, et puis il y a le traitement où vous pouvez utiliser Photoshop ou GIMP pour finaliser le traitement des photos. Donc tout ça prend quand même un certain temps, évidemment. La prise de vue n'est qu'une étape de tout un processus qui aboutit à une capture, une photo optimisée. Voilà, c'est brièvement expliqué, mais ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Voilà. Alors je ne vais pas vous passer dans le guidage, etc. Ça on fera dans un live qui sera plutôt peut-être axé sur un seul objet, où on vous expliquera en détail comment réaliser sur une soirée des prises de vue complètes. C'est pas le but aujourd'hui. Voilà, donc le résultat sera une prise de vue de M5. Je vais vous montrer simplement une brute de M5, parce que j'ai quelques brutes des M5, mais je ne les ai pas encore traitées complètement. Donc vous voyez ici à quoi ressemble donc M5, une brute, donc sans aucun traitement appliqué, que j'ai ouvert dans le logiciel GIMP. On voit déjà, bon, elle est trop exposée, donc elle doit encore être traitée, mais on voit déjà ici quelques extensions de M5 avec un cœur pack, pardon, et avec énormément d'étoiles dans M5. Voici le genre d'image de capture que l'on obtient après traitement des brutes que je viens de vous présenter. Donc vous voyez, on arrive à assez bon niveau de détail. Je vais vous donner maintenant les caractéristiques de M5.
Cet amas est âgé de 13 milliards d'années et distant de 25 000 années-lumière. Pourtant, comme le disait Jean-Guy, on le repère assez facilement. Vues au télescope, les étoiles paraissent agglutinées alors qu'elles sont distantes les unes des autres de plusieurs milliers de milliards de kilomètres. Et cette impression de concentration est due à la grande distance de cet amas de la Terre, soit comme je viens de le dire, 25 000 années-lumière. Marie-Françoise, peux-tu nous éclairer sur la découverte de cet amas globulaire? Eh bien, il a été vu pour la première fois par Gottfried Kirch et sa femme Maria Margaret en 1702. Et ensuite, ce n'est qu'en 1764 que Charles Messier l'a trouvé. Et il l'a décrit comme une nébuleuse ne contenant aucune étoile. Et c'est William Herschel qui fut le premier à en résoudre les étoiles. Alors, sur quel objet mettons-nous le cap maintenant, Jean? Nous allons maintenant mettre le cap sur M10, qui est aussi un très bel amas, qui se trouve beaucoup plus près de notre système solaire que M5. Jean-Guy, peux-tu nous donner quelques astuces pour le repérer à l'aide de Stellarium? Voici où nous étions donc sur M5. Donc je vais enlever les jumelles et en même temps on va voir l'endroit, vous voyez, il était juste ici. Voilà. Donc je vais mettre ceci et cliquer sur le petit point jaune. Il était juste à cet endroit. Voyez. Donc ensuite maintenant, direction M10. Alors pour aller sur M10, comment nous allons faire? Tout à l'heure je vous ai parlé de l'étoile opposée à Rasalag qui est Sheik. Et donc nous allons aller nous repositionner sur Sheik, juste ici. Donc je vais déplacer un tout petit peu, on va se mettre en face, voilà. Comme ça, on se met toujours bien face à l'étoile au point de départ avec nos jumelles. Et nous allons reprendre nos jumelles et positionner cette étoile bien au centre. Donc nous avons positionné l'étoile Sheik dans le centre de nos jumelles. Nous allons la faire glisser légèrement vers la droite, dans l'autre sens. Voilà, comme ça on la met légèrement, pratiquement sur le bord. Et ensuite on va monter. Voilà. Quand on monte en douceur, voilà, nous récupérons. Voilà, vous voyez, l'amas est juste ici. En fait, l'amas forme, si on fait bien attention, nous avons deux belles étoiles qui vont apparaître. Et l'amas va former pratiquement un triangle rectangle avec ces deux belles étoiles. Il est discret, vous aurez une petite tache floue, toute discrète. Mais bon, il est visible, hein. Il est accessible avec une paire de jumelles ou un petit chercheur. Sa magnitude est de 6,6. Sa distance, elle est de 14 300 années-lumière et il fait partie des amas, c'est l'un des plus proches du système solaire. Hein, voilà. Son diamètre apparent sur la surface du ciel, hein, donc le diamètre apparent, c'est un peu la petite valeur angulaire qu'occupe un objet sur le ciel. Hein. On va prendre un exemple, la Lune. Quand on regarde la Lune, on dit qu'elle a un diamètre apparent de 0,5 degrés. Lui, en fait, son diamètre apparent est de 10 minutes d'arc. Ce qui correspond, donc en fait, si j'enlève le petit symbole là, cette petite tache qu'on voit là, c'est une petite tache qui a une valeur de 10 minutes d'arc. C'est vraiment très très peu. Et c'est en fait principalement son noyau qu'on voit. Et donc son diamètre réel par rapport à sa distance, donc il est, je rappelle, à 14 300 années-lumière. Son diamètre réel est de 83 années-lumière. Alors maintenant, je vais laisser la parole aux opérateurs. Voilà, après notre voyage vers M5, nous quittons M5 et nous nous dirigeons maintenant vers l'amas globulaire Messier 10 qui est plus proche de nous que M5. Voilà, nous le ciblons. Et bien sûr, comme ces amas sont quand même assez éloignés, finalement,
il faut accélérer le temps de notre vaisseau afin de accélérer le temps tout court pour pouvoir rejoindre l'amas globulaire assez rapidement. Donc là on va voyager peut-être à des vitesses proches de la vitesse de la lumière pour pouvoir y aller. La voici. Nous allons maintenant pointer le télescope vers M10. Donc nous faisons une recherche dans le planétarium de M10. Voilà. Et nous allons demander au télescope de s'y rendre. Donc c'est toujours la même procédure. Donc le mouvement du télescope qui se déplace vers M10, qui n'est pas très loin en fait. Et pas très loin d'un point de vue angulaire dans les champs apparents sur la voûte céleste. Et nous allons demander quels sont les détails de M10. Voilà, donc amas globulaire, M10 également, situé lui dans le Serpentaire. Donc M10 est un très bel amas globulaire. Il a été découvert par Charles Messier en 1464, qu'il a intégré à son catalogue sous le nom de nébuleuse sans étoiles. Grâce à des instruments plus performants, William Herschel a résolu les étoiles, qualifiant l'amas de beaux groupes d'étoiles extrêmement comprimés. Le centre comptait les étoiles bleues, formées il y a 2 à 5 milliards d'années, donc tout compte fait des étoiles assez jeunes. Les étoiles bleues sont généralement des étoiles plus jeunes. Il ne contient que 3 étoiles variables, sa magnitude est de 13. Donc le procédé pour le photographier est toujours le même. Donc aller sur les captures et effectuer un certain nombre de captures. Alors la dernière fois on avait fait des captures de 120, je vous avais dit sur M5 on va prendre des captures de 2 minutes et en faire une trentaine. On pourrait très bien prendre des captures plus courtes, prendre un peu moins de lumière, mais en faire plus. Alors le procédé, comment on arrive à réduire le bruit, le rapport signal-bruit, il y avait deux choses. Évidemment, il fallait descendre la température du capteur, comme je vous l'avais indiqué, mais on procède à une autre astuce qui est l'empilement des images brutes. Donc le principe, c'est de prendre un certain nombre d'images brutes, le plus possible, mais néanmoins, on ne doit pas non plus exagérer, puisque prendre énormément d'images brutes à un certain moment, ça n'a plus tellement de sens, puisque le rapport signal-bruit n'augmente plus. Donc, si on prend une trentaine, je peux prendre une soixantaine d'images de 60 secondes, d'une minute, qui me fera une pause totale de 1 heure. Enfin, une pause cumulée, pardon, de 1 heure. Ce procédé-là s'appelle l'empilement des brutes. Et donc, en fait, ce qu'on va obtenir, ce sont des images brutes dont je vais vous montrer le résultat et une image finale. Donc, voici le résultat d'une capture. Donc, l'image finale de la capture de M10.
qui est composée en fait qui était prise par une caméra monochrome, la 1600, la ZWO ASI 1600 mm Pro, et donc pour capturer les couleurs, on utilise plusieurs filtres, notamment un filtre de luminance, un filtre R, donc rouge, un filtre vert et un filtre bleu. Donc il faut savoir qu'on a en principe plus de détails sur une caméra, avec une caméra monochrome avec laquelle on prend des captures filtrées sur les différentes couleurs, qu'avec une caméra couleur elle-même. Parce qu'on optimise évidemment l'utilisation des pixels sur les caméras monochromes en termes de nombre de pixels qui sont alloués à chaque couleur. Donc ici c'est une image qui a été prise avec chaque fois 40 pauses de 60 secondes, pardon. Donc une accumulation en 120 pauses cumulées de 62 minutes, ce qui fait 2 heures de cumul sur l'ensemble des couleurs, plus la luminance, où là on a pris à peu près 65 prises de vue en luminance. Voilà, donc là on commence à avoir pas mal de détails. Nous continuons notre périple vers un autre amas, M12, notre amas globulaire. Donc vous êtes maintenant habitué au fait que c'est Jean-Guy qui prend la parole afin de le localiser sur Stellarium. À toi Jean-Guy. Donc voilà, nous étions sur M10 et maintenant nous allons aller récupérer donc notre étoile de départ qui est donc l'étoile Sheck. Donc on va enlever les jumelles, on va reprendre notre étoile Sheck, vous voyez le nom s'affiche sur la gauche, on recentre notre étoile dans notre paire de jumelles et maintenant nous allons donc monter, refaire la même opération et monter donc en douceur. Voilà, on y va vraiment doucement avec les jumelles. Et vous voyez, en haut, légèrement, tout en haut, légèrement à gauche, l'objet arrive. L'objet est présent. Voilà, il est juste ici. Alors vous allez me dire, c'est peut-être le même qu'on vient d'aller voir. Ben, en fait, effectivement, selon la position de la constellation, selon le moment qu'on va l'observer avec les jumelles, en balayant un petit peu, en fait, de l'étoile Sheck qu'on est parti, on peut trouver les deux. Vous voyez, ici nous avons donc, je mets les petits repères M12, celui qu'on convoite à l'instant. Voilà, je vais le centrer. Et puis ici, vous voyez, sur la gauche, voilà, je vais enlever les petits symboles et puis je vais partir légèrement donc vers la gauche. Et vous voyez, nous avons l'objet précédent qui est juste ici. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, à partir de l'étoile Sheck, j'enlève de nouveau les petits symboles, on voit les deux petites taches loups. Si je monte un tout petit, si je monte un petit peu plus, on voit qu'effectivement M10, j'avais dit, formait pratiquement un triangle rectangle avec deux belles étoiles, là, vous voyez. Donc nous avons M10 ici, M12 ici, et puis si je descends, voilà, si je descends, nous récupérons l'étoile Sheck qui arrive là, légèrement sur la gauche. Voilà. Vous voyez donc l'étoile Sheck, en balayant à partir de cette étoile, en allant un peu vers la gauche, vers la droite, et en montant tout doucement, on localise directement les deux amas que l'on vient de, M10 qu'on a découvert juste avant, et maintenant M12 que les opérateurs vont vous faire découvrir à leur tour au travers de leurs images. Alors, mais auparavant,
J'allais oublier, je vais vous donner quelques petites indications, hein. Donc cet amas M12, sa magnitude est de 6,7, un peu moins brillant que M10 qui était de l'ordre de 6,6. Voilà. Sa distance, lui, il est situé à 16 000 années-lumière, donc un tout petit peu plus loin qu'M10, qui était lui à 14 300 années-lumière. Et voici notre vaisseau maintenant qui se dirige vers M12, notre troisième cible. Donc avec une accélération assez importante, on a une vitesse relative, on circule à la vitesse de la lumière et on va rejoindre M12 assez rapidement. Voici M12 qui nous arrive avec quelques informations: amas globulaire, NGC, voilà, atterrir sur l'objet. On va essayer de passer à travers l'objet. Voilà, se rapprocher, voilà, les étoiles, voilà, elles commencent à s'écarter parce qu'on rentre dans l'amas globulaire. Malgré tout, le nombre d'étoiles dans cet amas globulaire est assez important, mais vous voyez, il y a quand même de l'espace, hein. Voilà, comme on le disait pour M5 et M10, la grande quantité, la distance importante de ces amas globulaires et du nombre d'étoiles qui les composent fait qu'on les voit, on voit un cœur assez serré, quoi. Voilà, nous sommes toujours sur M10 et nous allons la quitter pour nous positionner sur M12. Donc le processus bien connu maintenant, on cherche dans le logiciel du planétarium, on cherche M12, voilà, qui n'est pas très loin d'M10 dans le Serpentaire, et on va faire un go-to. Voilà. Alors, le télescope se déplace sur M12. Très bien, et puis toujours même processus, aller dans la prise de photo, et positionner son nombre de prises. Donc ici on pourrait se mettre sur 2 minutes de prise et en faire une soixantaine par exemple, voilà, à une température qui serait ici positionnée à -10, et puis ajuster le gain et démarrer une séquence de prise de vue, ou de séquence, hein, si on veut. Voilà. Donc encore une fois, je vais directement aller vous montrer les prises qui ont été réalisées au lieu de patienter 2 heures, hein, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord. Et donc voilà, la prise de vue des M12 est assez intéressante en fait. Je vais vous la montrer. Donc voici M12. Donc M12 a été réalisé à l'INTES, hein, 204 1220, 204 diamètre du télescope et 1220 sa focale. Ici on a réalisé avec une ZWO 600 monochrome, et bien sur cette prise de vue j'avais fait 22, c'est une prise de vue de 22 luminance. Donc il y a pas, j'ai pas fait les couleurs, et elle a été traitée par la suite dans Cyril et dans GIMP avec un traitement HDR également qui permet de mettre en valeur les magnitudes, les étoiles de magnitude plus faibles. Donc on voit déjà qu'elle est peut-être moins étendue que les autres amas globulaires que nous avons jusqu'à présent visités. Elle est très jolie. On peut même aller voir des détails sur des étoiles qui la composent, hein. On peut identifier quelques étoiles déjà au cœur de M12.
Rappelons que M12 est situé à 16 000 années-lumière du système solaire et a un diamètre de 68 années-lumière. Donc, comme je disais, 68 années-lumière, pas très étendu, 16 000 années-lumière, quand même assez proche. Voilà, on est dans les mêmes ordres de grandeur, de distance que M10. Marie-Françoise, peux-tu nous donner quelques détails supplémentaires sur cet amas M12? Merci. Alors M12 est un amas globulaire découvert par Charles Messier en 1764 toujours, qu'il décrit aussi comme une nébuleuse sans étoiles. Alors cet amas a été résolu en étoiles par William Herschel en 1783 et c'est un des moins denses en étoiles. Et pourquoi? Parce qu'il traverse régulièrement la Voie lactée, ce qui lui fait perdre ses étoiles les moins massives. Alors nous allons maintenant découvrir M14, mais avant cela, Jean-Guy va localiser l'amas à l'aide de stellarium. Donc nous étions donc redescendus sur l'étoile Sheck en redescendant donc de M10 et M12, et nous allons donc cette fois-ci pour aller chercher M14. Nous allons reprendre le visuel complet de la constellation. Donc voici un Ophiuchus. On reprend l'étoile Rasalag qui est juste en haut au sommet, et pour aller chercher M14, on va utiliser, si vous voyez, le haut de la constellation fait un peu comme un grand chapeau circonflexe. Nous allons aller chercher l'étoile là, juste sur la gauche, ici, voilà, qui s'appelle donc Selbaret. Et cette étoile, une fois que vous la voyez visuellement, nous la centrons dans nos jumelles. Une fois l'étoile centrée dans les jumelles, nous avons tout simplement besoin de descendre tout doucement. Voilà, on descend donc doucement. C'est le barret. Et si on est attentif, on doit voir, vous voyez, il arrive, c'est l'objet, il arrive, il est juste sur le bas ici, légèrement sur la droite. L'objet arrive tout doucement, voilà. Et on le positionne, on le centre, voilà. Alors, cet objet M14, déjà, il devient un peu plus difficile aux jumelles. Je le montre avec les jumelles, mais il faut vraiment être dans une situation sans trop de pollution lumineuse, parce que sa magnitude, on perd tout de suite une magnitude comparée à M10 et M14 qui avait une magnitude de 6,6 et M12 de 6,7 et M14 arrive à 7,6. Donc là, vous voyez, on a une chute. Ça va commencer à devenir compliqué à déloger cet objet. Par contre, au niveau des petits télescopes d'amateurs, c'est encore accessible. Sa distance est de 30 300 années-lumière. Cette différence de magnitude pourrait être significatif de sa plus grande distance, mais malheureusement, si on pouvait le rapprocher à la même position qu'M10 et M12, il serait beaucoup plus lumineux. Alors maintenant, je vais laisser place à Jean-Pierre pour nous montrer quelques images de cet objet. Et bien voilà, nous étions sur M12, et nous allons la quitter pour nous diriger maintenant vers M14. Donc on recherche M14. On voit apparaître le petit amas globulaire. Voilà, donc voici M14, une image qui est donnée directement dans le logiciel. Toujours dans le Serpentaire, bien sûr, puisque c'est la découverte des amas globulaires du Serpentaire, entre autres, ce soir. Donc je le centre dans
dans la carte stellaire et puis je vais le centrer dans le télescope. Et vous voyez directement le télescope va se diriger. Donc c'est une façon aussi, sans aller dans le menu dans le menu de gestion du télescope, d'amener le télescope sur un objet. Donc le télescope est centré sur M14 et à ce moment-là on peut commencer la prise de vue, bien sûr, toujours avec les procédures d'alignement, de mise au point que j'ai évité de faire, de vous montrer ce soir. Voilà, donc on peut très bien faire les mêmes tirages sur M14, les mêmes expositions, le même nombre de prises de vue, mais je vais vous montrer ce que j'ai réalisé récemment comme prise de vue sur M14. Voilà, vous pouvez constater que la prise de vue ici est en couleur, donc j'ai changé de caméra, j'ai mis une caméra, la ZWO 284 MC Pro. C'est une caméra refroidie, comme la 1600mm Pro monochrome, mais là on obtient directement des captures en couleur. À noter que les temps d'exposition sont généralement un peu plus longs pour des caméras couleur que pour les caméras monochromes. Alors, donc ici j'ai pris 60 fois 2 minutes, ce qui fait 2 heures d'exposition cumulée en CLS, donc avec un filtre anti-pollution et donc en 3 couleurs RVB. Voilà, elle a été prise le 8 juin, donc il n'y a pas tellement longtemps, un peu plus d'un mois, à 23 heures temps universel. Donc c'était le 9 juin à 1h du matin. Voilà, donc on peut remarquer de très belles couleurs. Donc ici on a des couleurs dominantes vers le jaune. Alors on a de très belles étoiles bleues voilà, dans un champ qui est quand même assez fourni point de vue stellaire. Donc elle est assez étendue. Vous voyez que, donc, comme le précisait Jean-Guy, aux lunettes, la magnitude est de plus de 7, ça devient difficile. Mais donc avec des caméras, on peut aller saisir ces objets dans toute leur beauté sans aucun problème. M107 est un très bel amas découvert également par Charles Messier en 1464. On remarque ici qu'il est de forme elliptique. Sa luminosité équivaut à 400 000 soleils. Donc cet amas compte 70 étoiles variables, mais du fait de sa distance, environ 330 années-lumière, comme le faisait remarquer Jean-Guy, il est assez difficile à repérer. Encore une fois, difficile à repérer aux jumelles. Nous mettons maintenant le cap sur un autre objet, M107, et je passe à nouveau la parole à Jean-Guy qui va nous le localiser, toujours à l'aide de Stellarium et de sa paire de jumelles magiques. À toi Jean-Guy. Oui, voilà, donc nous étions à l'instant sur M14, qui est toujours à l'écran. Là, nous allons donc enlever nos jumelles. Voilà. Nous avons de nouveau une vue complète de notre constellation et nous allons cette fois-ci chercher M107. Alors M107, il est très facile à trouver. Peut-être si certains d'entre vous étaient attentifs, quand on a tantôt centré l'étoile sec, donc je vais la recentrer dans la paire de jumelles. Voilà. Il suffit tout simplement de baisser un peu les yeux, là, sur le bas du champ. Alors bien sûr, ici, dans le logiciel, l'objet est juste ici. Donc je vais le faire apparaître avec les petits symboles. Voilà. M107 est là, vous voyez. Donc on va le centrer. Voilà. On va le mettre plus au centre. On va donc remonter l'étoile chèque vers le haut. Voilà. Et l'objet est là, juste bien centré. Alors, cet objet est encore plus difficile dans une paire de jumelles. Et tout cela dépendra surtout de la pollution lumineuse. Comme pour tout à l'heure pour
M14, si là, il faudra vraiment être dans de très bonnes conditions pour espérer le dénicher aux jumelles. Mais par contre, un petit instrument télescope 114, c'est encore un objet qui est accessible. Alors sa magnitude, elle est encore plus basse que tout à l'heure, hein. Elle est à 7,9 de magnitude visuelle. Sa distance est estimée à 20 900 années-lumière, donc un petit peu plus proche quand même malgré tout de l'amas précédent. Et son diamètre est estimé à 80 années-lumière. Alors maintenant, je vais vous laisser découvrir cet objet au travers des images de Jean-Pierre. Eh bien, nous voici de nouveau en voyage. À partir de M14, nous allons essayer de trouver, trouver M107. Alors M14, voilà. Et voilà, nous étions dans le Serpentaire, toujours, et on va rester dans le Serpentaire, mais on va se diriger vers l'amas cible M107. Et voilà, M107. Toujours la même procédure. On va le localiser dans le menu détail, et à partir du menu détail, on va le centrer déjà dans la carte du ciel, et puis le centrer dans le télescope, et notre télescope va se déplacer. Le chemin n'est pas très loin, très long plutôt, et voilà, donc nous sommes maintenant sur M107. À partir de là, la procédure identique, nombre de photos à prendre, etc. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer tout ceci, c'est assez classique. Et donc, ce que je peux vous montrer, c'est la prise de vue qui a été réalisée sur M107. Voilà, encore une fois, le ciel aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a toujours des... Je vais vous montrer des messages ici, paramètres weather value, ici in the danger zone. Donc on a une météo qui n'est pas très favorable. C'est pour ça qu'on vous montre des photos des captures qui ont été prises il y a quelques jours. Mais ça vous permet de découvrir comme ça le ciel à travers des sessions live où nous restons disponible sur YouTube sur la chaîne pour toute question. Mais néanmoins, nous avons préparé cette session voilà, il y a quelques jours pour pouvoir vous divertir dans cette soirée. Si le ciel se dégageait, vous pouvez toujours essayer de pointer le nez dehors et de voir ce qui se passe. En fait, le ciel devrait se dégager dans cette nuit de jeudi à vendredi. Et surtout, on annonce une météo un peu plus clémente samedi. Eh bien, voici M107 tel que j'ai imagé. Donc, aussi avec la caméra couleur, la 294. Et là, j'ai pris 70 prises de 2 minutes, ce qui nous fait plus de 2 heures de pause cumulée. Et elle a été prise le 30 mai. Vous voyez, les couleurs sont peut-être un peu moins prononcées au cœur, dans le cœur. Et voilà, donc c'est aussi un très bel amas globulaire, quand même assez petit. Il a été découvert par Pierre Méchain en 1782. Et William Herschel en a résolu les étoiles en 1789. Pour la petite histoire, il était mis au catalogue Messier en 1947 par Helen Sauerhawk. Donc il contient aussi une vingtaine d'étoiles variables, donc un amas globulaire assez intéressant. Un autre objet intéressant que vous avez sans doute remarqué dans le champ des jumelles de Jean-Guy, c'est un amas ouvert, c'est IC4665. Également répertorié par Monsieur Mellotte, sous le numéro 179.
Marie-Françoise, peux-tu nous rappeler en quelques mots les différences avant de le localiser? Alors oui, la différence entre les amas globulaires et les amas ouverts. Alors, en fait, les amas globulaires se trouvent dans le halo des galaxies. Ils orbitent autour du centre galactique, contrairement aux amas ouverts qui, eux, sont localisés au sein des galaxies, dans le plan galactique, mais aussi dans les nuages de Magellan et la galaxie d'Andromède. Alors, autre différence, c'est que les amas globulaires se sont formés dans les tout débuts de l'univers. Et par conséquent, ils sont très vieux, contrairement aux amas ouverts qui ont rarement plus d'1 milliard d'années. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils perdent leur gaz en orbitant autour du centre, et ils finissent par se disperser. Ils sont aussi plus brillants car ils contiennent beaucoup d'étoiles jeunes. Je laisse le soin à Jean-Guy de la localiser sur Stellarium, mais vous verrez que c'est extrêmement facile par rapport à ce qu'il vous a déjà montré. À toi Jean-Guy. Oui, donc là, nous sommes actuellement donc sur le dernier objet, M107, qui est bien au centre. Alors, nous allons donc quitter nos jumelles, revisionner l'ensemble de la constellation, et cette fois, nous allons repartir de nouveau sur l'étoile ici à gauche, celle Barret. Voilà, et nous allons la recentrer de nouveau. Et donc, tout à l'heure, en fait, nous avons descendu pour localiser M14. Et bien, en fait, ici, l'objet il est juste à côté. Vous voyez, tout ce groupe d'étoiles qui est près de l'étoile qui est dans le champ, très proche de l'étoile Celle-Barret, c'est cet amas ouvert. Hein. Là, on a affaire à un objet différent. Les amas globulaires, les étoiles sont agglutinées pratiquement les unes aux autres, vues depuis la Terre. Hein. Là, les amas ouverts, les étoiles, déjà, dans les amas, les étoiles sont moins nombreuses, et puis elles sont parsemées. Elles sont très distantes les unes des autres. Voilà. Donc l'objet, il est déjà là, il est dans le champ. Vous voyez, si je mets le petit symbole, nous avons donc effectivement IC 4665 qui est là. Je peux faire apparaître aussi sur Stellarium une image. On va enlever, voilà, je vais enlever les étoiles artificielles de Stellarium. Je vais mettre une image et vous voyez, en réalité, vous voyez à peu près ce que vous verriez dans une paire de jumelles. Vous voyez, des belles petites étoiles bleues, moins brillantes bien sûr que celle Barret, qui est en premier plan. Vous voyez, voilà. Et si je remets dessus maintenant les étoiles artificielles, vous voyez, ça correspond bien. Hein. La moi est bien ici. Alors maintenant, je vais laisser le soin à Jean-Pierre de vous montrer des images de cet objet. Eh bien, me revoici pour nous diriger vers le dernier objet, qui est en fait, comme l'a fait remarquer Jean-Guy, un amas ouvert. Donc les amas ouverts se trouvant dans notre galaxie. Comme vous l'avez déjà précisé, Marie-Françoise, dans une de ses interventions, les amas globulaires se trouvent en périphérie et traversent en périphérie de notre galaxie, du bulbe de notre galaxie, et traversent notre galaxie dans leur rotation. Et les amas ouverts, eux, se trouvent dans notre galaxie, comportent des étoiles plus jeunes. Les amas globulaires étant des amas de vieilles étoiles. Voilà. Et donc, ben voilà, on se positionne sur le planétarium Stars, donc sa carte, et puis on va choisir, on va les sélectionner ici. 4665. Voilà. Donc vous voyez toujours, on est toujours dans Ficus, hein, on est un peu sur le côté est du Serpentaire. Bon, je ne l'ai peut-être pas fait remarquer, mais vous pouvez aussi avoir des images intégrées dans
le logiciel de planétarium, il suffit d'aller chercher ici les types d'images que vous voulez afficher. Si vous voulez pas en afficher, c'est très simple, c'est non, vous avez la représentation tout à fait dénuée de toute image, hein. En détail, voilà. Donc là vous avez déjà une représentation, comme on l'avait des amas globulaires, de l'amas ouvert, hein, ici, donc ici 46-65, centré dans la carte et centré dans le télescope. On va voir notre télescope qui se déplace, et on procédera à la prise de vue de la même façon. Alors ici, pour cet amas, je ne l'ai pas, moi personnellement, je ne l'ai pas imagé, simplement parce qu'il faut un champ quand même assez important pour l'imager, et avec l'INTES, voilà, je n'ai pas ce champ disponible. J'ai un champ beaucoup plus étroit pour aller sur des amas globulaires plus petits. Et donc pour les grands champs, comme ça, j'ai une autre lunette, mais qui n'est pas installée aujourd'hui. Et de toute façon, avec le ciel que nous avons pour l'instant, bon voilà, pas de commentaires. Et donc je peux vous le montrer dans un autre outil qui est The Sky Life, où on peut obtenir toutes les informations sur les objets pour préparer des sessions, par exemple, hein, pour vous préparer vos sessions de capture, vos soirées, vos nuits. Et donc je vais directement passer à The Sky Life, que j'ai ouvert normalement ici, voilà. Donc je vais remonter en haut, voilà, The Sky Life, c'est une référence que j'utilise. Vous allez pouvoir taper le nom de l'objet recherché, et voilà, vous avez donc l'objet, le type d'objet, la constellation dans laquelle il se trouve, sa magnitude dans le bleu, dans le vert. Vous savez que les objets ont différentes magnitudes dans les différentes longueurs d'onde, et donc en visuel, qui est normalement qui est le vert. Là on est à 4.2, indiqué par ce site là. Ça c'est comment il est représenté dans une image DSS2, Deep Sky Survey 2, donc deuxième publication du Deep Sky Survey catalogue. Alors là, si vous prenez des photos couleur, vous voyez que ces étoiles vont être colorées très bleues, très bleues. Voilà. Alors Marie-Françoise, avant de nous quitter, as-tu une anecdote à nous raconter sur cet amas ouvert IC 4665? Alors oui, j'ai une anecdote à propos de cet amas. Je l'ai découvert dans un article que l'Association universitaire d'astrophysique de Bordeaux, l'AUA, avait organisé une sortie découverte. Et alors c'est à cette occasion que l'un des étudiants universitaires avait découvert un astérisme non répertorié dans Ophiuchus. Et cela avec une simple paire de jumelles. On lui avait même donné son nom, mais ensuite on s'est aperçu que cet astérisme n'était autre que IC 4665, la grande déconvenue de cet étudiant. Voilà, écoutez, c'était c'était le dernier objet que nous avons imagé. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur la chaîne IDES Astro. Je voulais simplement vous signaler qu'on sera que l'équipe sera à l'observatoire Charles Fehrenbach à Priche pour l'événement qui se déroule ce week-end, le 16, donc demain 16, à partir de demain 16 au soir, 16, 17, 18, qui s'appelle On the Moon Again, et qui permet à tout un chacun de jeter un œil dans un télescope
pour observer la Lune. Donc c'est un hommage à la Lune qui est rendu et surtout au fait que nous nous sommes rendus sur la Lune il y a plus de 50 ans. Et chaque année, cet événement se reproduit, voilà, où tout un chacun peut venir observer dans les observatoires, mais également chez des particuliers qui mettent à disposition leur équipement, peuvent venir observer la Lune. Donc il y a un live de prévu vendredi soir, je pense, samedi soir et dimanche soir, sur le site, sur la chaîne Charles Fehrenbach. Je vous invite à la consulter. Moi-même, je ferai peut-être un live de dernière minute, parce qu'il y a vendredi soir une caractéristique bien spécifique qu'on peut trouver sur la Lune, c'est avec des jeux de lumière. On appelle ça le X de Werner. En fait, il y a un X qui se dessine sur les hautes crêtes sur les hauteurs des cratères. Un jeu de lumière, donc il dessine un X et un V. Je l'avais fait le mois dernier, il est d'ailleurs sur ma chaîne, et on peut le refaire ce vendredi soir. Voilà. Donc à partir de 22h30, la chaîne sera probablement ouverte. À très bientôt et encore une fois, bonne nuit.